Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes donc le jeudi 1er août, bienvenue dans ces débats de l'été, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, ravis de vous retrouver. Bien sûr aujourd'hui, nous sommes toujours plus que jamais dans la folie marchand à midi avec Joseph Ruiz. Nous irons revisiter cette folie marchand avec les JO dans tous leurs états. Ce titre n'a jamais été aussi adapté, le titre de l'émission, puisque la presse, les commentateurs, les Français dans leur ensemble ne savent plus comment qualifier cette marchand mania, la folie Léon Marchand, petit prince de la natation, le roi Léon, le tout-puissant, écrit même ce matin, on se met à ses pieds, le Parisien aujourd'hui en France. Alors nous serons en direct de la Arena Défense à midi, où il va renager ce matin, et oui, à midi dans les JO dans tous leurs états, et nous reviendrons bien sûr sur la nouvelle page qui est en train de s'ouvrir aux Jeux Olympiques, celle de l'athlétisme, puisque l'épreuve de marche a eu lieu il y a quelques instants. Alors certains, deuxième sujet, deuxième débat de l'été, certains n'aiment pas cette folie des JO, cet engouement qui s'est emparé de tout le pays, puisque des députés et les filles, tenez-vous bien, veulent une commission d'enquête parlementaire. Ils appellent ça une commission d'enquête populaire sur les JO, qui serait simplement du sport business, qui aurait réduit les libertés, qui aurait provoqué d'énormes dégâts écologiques. On va en parler avec nos débatteurs à 10h30 dans Mettez-vous d'accord. Et puis les Jeux Olympiques encore, mais vous allez voir sous un autre angle, puisque les JO, avec la pluie aussi évidemment, qui est un facteur considérable déterminant du choix du public, eh bien les JO et la pluie ont eu un impact très moyen sur le début de la saison touristique. On va donc faire un premier bilan touristique, un premier bilan de la saison des vacances du mois de juillet, qui a été assez mitigé. On entendra un expert dans quelques instants. On ira aussi du côté de Village Vacances, et puis on s'intéressera avec l'Office du tourisme de la Vendée sur le terrain à la façon dont les choses se sont passées en juillet. Bon, c'est l'entame de la saison touristique et de l'été, c'est pas fini. Il reste encore le mois d'août, il reste encore le mois de septembre et le début de l'automne. Et puis si vous voulez intervenir, vous le savez, le 0826 300 300, vous êtes les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio. Si vous voulez commenter, réagir, critiquer ou nous faire des suggestions, vous êtes les bienvenus. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. On va commencer donc avec ce premier débat ou ce premier sujet qui est le bilan de la première partie, on va dire juin-juillet, de la saison touristique en France, impactée, bah oui, c'est un paradoxe, peut-être impactée par les Jeux Olympiques. On a vu que les taxis à Paris, par exemple, font même pas la moitié de leur chiffre d'affaires habituel, que les 15 millions de touristes annoncés à Paris sont loin d'être aussi nombreux, bien sûr, mais ça a un impact dans toute la France, dans tout l'Hexagone en tout cas, avec des gens qui, en dehors des aspects financiers et puis aussi de la pluie, ont peut-être été plus modestes dans leurs dépenses, se sont moins déplacés, en tout cas ils ont fui la capitale, ça c'est sûr. On va faire le point immédiatement avec d'abord le directeur général de la société de conseil spécialisée dans le tourisme, Pro Tourisme, Didier Arinaud. Bonjour Monsieur Arinaud. Bonjour Thierry Guerrier, bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Alors on est heureux de vous accueillir pour faire avec vous le point. Est-ce que je dis des bêtises quand je dis quand même il y a eu un impact relativement mitigé sur le tourisme? C'est pas aussi fou que ce qu'on espérait sur juillet? Alors, on peut le dire, juillet est mauvais. C'est pas mitigé, c'est mauvais. Ouais, carrément. C'est historiquement mauvais. On n'a jamais eu de telle baisse sur certains territoires, avec dans certaines stations, pour certains opérateurs, des baisses à 2 chiffres. C'est le cas sur la quasi-totalité de la façade atlantique, avec des chutes considérables en Normandie, en Bretagne, sur le littoral centre-atlantique, du côté de la Vendée, des Pays de la Loire, et même certaines destinations qui habituellement résistent, comme le Pays Basque, comme le bassin d'Arcachon, ont été très impactées. Il y a une seule destination qui s'en sort bien, c'est la Côte d'Azur, du fait du retour des clientèles étrangères. Ah oui. Et donc ce sont les Européens, les Américains, les Asiatiques,
qui sauve la saison sur la Côte d'Azur. Mais seulement sur la Côte d'Azur. Mais alors Didier Arrino, sur la Côte d'Azur. Mais c'est quoi? C'est des chiffres? C'est 10, c'est 20, c'est 15, c'est en moins pourcent? Quelle est la proportion et comment vous expliquez alors cet impact, cette situation? Alors, la baisse, elle est à minima de 6% dans les nuitées marchandes. Cette année, la réalité, c'est qu'au-delà des Jeux Olympiques, qui ont un impact mais relativement modéré, à part à Paris, où ça a une influence tout à fait considérable, à la fois avec une baisse de la fréquentation en amont, puisque l'hôtellerie parisienne a perdu 15-20 points de taux d'occupation avant les Jeux. Donc là, bien évidemment, on est en pleine période de ces JO et les hôteliers sont bien remplis. Sur le reste du territoire national, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Ouais. L'inflation a eu un impact, c'est-à-dire que les gens font attention à leurs dépenses. D'abord, il y a 1,3 million de Français de moins qui partiront dans un hébergement payant cette année. On n'a pas un écroulement des taux de départ, mais des Français qui privilégient d'aller chez les parents, chez les amis, dans la résidence secondaire. Il y a une inadéquation aujourd'hui entre les prix pratiqués par les opérateurs et le budget disponible pour les vacances par nos concitoyens. Donc il y a 34% des partants en vacances cette année qui ont un budget en baisse. Ouais. Et comme les prix n'ont pas baissé, ils sont obligés de faire des arbitrages, donc c'est moins loin, moins longtemps, moins cher, avec des arbitrages très forts au détriment notamment de la restauration. Bon, mais Didier Arrino, quel est l'impact de la météo? Est-ce que c'est le temps qui a joué? Est-ce que la pluie, qui est venue s'immiscer à plusieurs reprises pendant le début de l'été, a eu un impact important? La météo a un impact considérable, notamment sur les réservations de dernière minute. Alors évidemment, ceux qui avaient réservé il y a 6 mois et qui ont déjà payé leurs hébergements sont partis, mais les 20-25% qui attendent la dernière minute pour réserver leurs vacances, dans un contexte d'inflation, dans un contexte où il est compliqué de réunir un budget pour les vacances, autant vous dire que nos concitoyens partent que lorsque toutes les conditions sont réunies. Ils se disent, je ne vais pas sacrifier un mois de salaire pour partir dans une destination où je vais avoir mauvais temps. Bien sûr. Donc on voit d'ailleurs cette année que ce sont les destinations ensoleillées qui s'en sortent le mieux, et les destinations, bien évidemment, qui accueillent des clientèles étrangères, car ceux qui manquent à l'appel cette année, ce sont les clientèles françaises, et c'est la consommation touristique qui est véritablement en baisse. Au-delà de la baisse des unités, c'est la consommation qui en baisse. Vous êtes le patron de cette agence qui observe, qui suit pour le monde de l'économie du tourisme l'évolution de la situation économique de ce secteur. Juste en dernière question, en conclusion, et en quelques mots, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? C'est-à-dire août, septembre, est-ce que vous pensez que ça va repartir quand même et qu'il y aura un effet retard Jeux Olympiques, par exemple? Oui, le mois d'août est plutôt bien réservé. Il y a une avance sur le mois de septembre. On ne peut pas faire croire que il y aura un rattrapage, car un hôtel qui a 30 chambres, il ne va pas en louer 40 au mois d'août. Donc on ne rattrapera pas le retard, d'autant plus que le mois de juin a été mauvais, que le mois d'avril avait été très mauvais, que le mois de mai a été mitigé. Mais c'est une année, on passe dans une période de crise du pouvoir d'achat et avec des arbitrages très forts. Donc on peut dire qu'après les vacances, quoi qu'il en coûte, à tout prix, on est passé aux vacances de la débrouille avec des Français qui font très attention pour une raison simple, c'est qu'il y a aussi une inquiétude pour l'avenir et puis des taux de départ qui sont en baisse, notamment de toute une France rurale, périphérique, d'artisans, de commerçants, de salariés. Et donc les acteurs du tourisme devront s'adapter à cette nouvelle donne car ça va durer. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Merci Didier Arrino, directeur général de la Société de conseil ProTourisme. On va tout de suite filer d'abord chez Vacances Lagrange, spécialiste de la location de résidences de tourisme, de villages vacances. Avec vous, Pierre-Olivier Toumieux, vous êtes président du groupe Lagrange. Comment s'est passé ce début de saison? Est-ce que c'est bon, moyen? Vous aussi, vous avez ressenti cet impact? Alors bonjour à tous, évidemment on a eu un début de saison conformément à ce qui vient d'être évoqué assez poussif pour pas dire plus. Je pense que le climat, au-delà du climat météo, c'est le climat politico-social qui a vraiment impacté ce début de saison. La dissolution, ça a joué. La dissolution nous a amené quand même 2 week-ends de juillet avec 2 week-ends d'élections et donc évidemment les gens sont restés chez eux et heureusement d'ailleurs pour aller voter. Ils n'avaient pas tous
donner procuration. Donc, une fois que vous avez amputé 2 week-ends en juillet, alors même que les mois précédents n'avaient pas été très bons, c'est le moins qu'on puisse dire, on a un début de saison extrêmement poussif. Et puis après, on a cet effet JO où les Français, ils ont évidemment pris leurs vacances, souvent forcés par leurs entreprises d'ailleurs, qui étaient soit en télétravail pendant les JO, mais la plupart des Français ont pris leurs vacances ou prennent leurs vacances pendant les JO et pendant le mois d'août. Et évidemment, comme on vient de le voir, on peut pas vendre 60 chambres quand on en a que 40. Mais alors, Monsieur Thaumieux, qu'est-ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui pour essayer de séduire et remplir, au moins vous garantir un remplissage complet de vos chambres, de vos maisons, de vos villages vacances jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire octobre? Voilà, tout à fait. Alors, il nous reste quand même, contrairement aux années précédentes, quelques opportunités sur le mois de septembre, qui usuellement se réservent très en amont. Oui. Là, aujourd'hui, on a quand même pas mal d'opportunités. On voit que des produits comme la montagne fonctionnent très bien, oui, avec beaucoup d'activités maintenant en montagne. On a des taux d'occupation sur le mois d'août qui dépassent les 90%. Donc, moi, j'ai encore bon espoir d'améliorer encore ces chiffres-là. Et effectivement, on va jamais rattraper un retard conséquent qui est celui des mois de juin et donc vous nous dites qu'il reste des places en France. Il reste des places où, Pierre-Olivier Thaumieux, et ce qui est très prisé par les Français en ce moment, c'est quoi? Alors, je vous dis, la montagne est très prisée. Les sites de vacances, là, on va être dans de la réservation de dernière minute, où les Français, effectivement, regardent les effets météo, mais je crois que la météo, globalement, en France, sur les mois d'août et septembre, elle est usuellement très bonne. Okay. Et donc, que ce soit la Côte d'Azur, même la Bretagne fonctionne bien, et la Côte Atlantique également. Donc, je pense que les mois d'août et septembre seront très conformes à ce qu'on a vécu les années précédentes. Et donc, on a encore de bons espoirs. En ce qui concerne les JO, on sait bien, c'était le cas à Londres, c'était notamment le cas à Rio. C'est pas l'année des JO qui est bonne pour vous en termes de chiffre d'affaires. C'est l'année suivante, quoi. Voilà. Alors, ce qui peut être décevant, c'est Paris, puisque Paris accueillait les JO et on pouvait s'attendre quand même à une nette augmentation sur Paris, au-delà de la France. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, notamment dans les périodes avant le démarrage des JO. Mais pour le reste, l'effet positif des JO, l'image de la France qui est quand même très bonne. Je pense que nous, au niveau Lagrange Vacances, on a de très bons espoirs sur les années qui viennent, parce qu'on a donné une image de la France avec beaucoup de fraternité, beaucoup de festivités, avec beaucoup de diversité sur les différents sites, que ce soit Marseille, Paris, La Voile. Je pense que la France a beaucoup de régions attractives, et les JO sont un bon vecteur pour mettre tous ces avantages en valeur. Pierre-Olivier Thaumieux, vous êtes président du groupe Lagrange. Tant pis si je me fais accuser de faire de la pub, mais allez, profitons-en, puisque vous nous donnez des infos sur l'état du remplissage de vos villages vacances cet été. Il reste des places où, si demain, au pied levé, au mois d'août, je vais emmener ma famille quelque part, ou en France? En une phrase. Alors, au mois d'août, c'est compliqué, mais il restera, nous, on a 120 sites, et là, je peux vous dire qu'on en a... Mais donnez-moi un où il reste des places pour début septembre, alors, par exemple. Allons-y. Allez, début septembre, dans le Var, à Fayence, en Provence, avec les oliviers, voilà. Super, très merci. Région et très beau produit. Merci, voilà, Pierre-Olivier Thaumieux, qui nous conseille d'aller à Fayence, dans le Var. On va remonter vers l'ouest, la Vendée, avec Olivier Coutancet. Bonjour, monsieur Coutancet. Eh bien, bonjour. Vous êtes directeur du développement de la direction ingénierie tourisme de Vendée Expansion, on peut dire le super office du tourisme de la Vendée. Comment vous avez vécu ce début de développement de la Vendée? Oui, alors comment vous avez vécu ce début de saison touristique? Écoutez, je reprends et j'abonde suite aux propos des interlocuteurs précédents. Oui, il y a eu un décrochage. Combien à peu près? Quel pourcentage de baisse sur l'avenue en Vendée? Nous, le chiffre, voilà, on est à peu près à 10%. Donc c'est un décrochage, mais on ne le
on ne le mesure pas comme une catastrophe de notre côté. Et puis, je dirais, vous savez, on a le recul des vieilles troupes qui savent qu'une saison, ça s'analyse d'abord sur la durée d'une saison. Donc, oui, elle n'est pas finie. On est à la mi-saison là. Alors on est à la mi-saison, mais vous savez, les acteurs touristiques et les professionnels du tourisme, effectivement, depuis de très très nombreuses années, ont engagé des stratégies d'élargissement, notamment de ce qu'on appelle les ailes de saison. Donc effectivement, il faut avoir une vision plus globale. Il n'en demeure pas moins, effectivement, que sur juillet, on a ce chiffre autour de -10 qui s'affiche. Alors ça a été dit tout à l'heure, un retrait plus prononcé effectivement des clientèles françaises. En ce qui concerne les clientèles étrangères, on est plutôt autour de -5, -6. Donc c'est pas mauvais, c'est pas si catastrophique en effet, vous avez raison. Mais alors, Monsieur Coutancet, qu'est-ce que vous dites à ceux qui aujourd'hui se posent la même question est-ce que j'ai intérêt à partir en Vendée? Si j'hésite, quel temps fait-il en ce moment? Est-ce que c'est plutôt sympathique? Vous avez eu aussi votre période de canicule? Et est-ce qu'il reste des places surtout? Alors, oui, il faut partir en Vendée, bien évidemment. Oui. Je vous le confirme. Le soleil est en train de se mettre au beau fixe. Et donc là, je pense qu'on est parti pour des semaines tout à fait exceptionnelles. Je reprends aussi les propos de tout à l'heure. Un retard qui s'est fait ne se rattrape pas, ça c'est vrai, ça ne se rattrape jamais. Malgré tout, effectivement, la tendance est à l'optimisme là pour le mois d'août qui vient, et puis vous savez que septembre aussi en Vendée est toujours une saison, ça fait partie aujourd'hui des ailes de saison et souvent est un mois sur lequel nous performons en matière de fréquentation. Bon, on sait donc qu'il reste des places, mais que ça va plutôt bien et qu'on vous accueille avec le sourire en Vendée. Merci Olivier Coutancet, directeur de l'Office du tourisme de Vendée Expansion. Merci à tous les trois d'avoir été en direct pour faire un petit bilan touristique mitigé. On l'a vu donc le tourisme en France à la mi-saison à partir du 1er août. On est revenu sur le mois de juillet. On se retrouve tout de suite pour la suite des débats de l'été. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. On va aller au Proche-Orient maintenant avec un autre débat, ou tout au moins une question qui est posée par l'actualité ce matin, après que le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué sans doute par une frappe israélienne en plein Téhéran, au moment où le chef du Hamas venait rendre hommage au nouveau président de la République islamique iranienne. Le guide suprême de l'Iran a promis un châtiment sévère à Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est les prémices est-ce que c'est un risque d'escalade au Moyen-Orient et notamment, vous savez, on posait la question il y a 2 jours ici sur Sud Radio, est-ce qu'on risque une guerre régionale entre l'Iran, Israël, le Liban par exemple, peut-être la Syrie? On va poser la question à Mohamed Sifaoui. Bonjour Mohamed Sifaoui. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste, auteur de Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Vous êtes là avec nous, Mohamed Sifaoui? Oui, bonjour Thierry Guerrier, je suis bien là avec vous. Formidable, je me demandais si on vous avait coupé la chic. Alors, dites-moi, quel est vous qui êtes un spécialiste du Hamas, et alors même qu'il y a déjà eu des attentats, des assassinats ciblés, notamment par Israël, sur nombre des cadres du Hamas depuis des années, mais ça n'a jamais empêché le Hamas de sévir, si j'ose dire. Donc, quel est le risque de voir l'Iran aujourd'hui, alors que cet assassinat a eu lieu sur son sol, au moment très symbolique de la prise de pouvoir du nouveau président iranien? Est-ce que ça ne va pas pousser l'Iran, tout simplement, à une réplique très violente contre Israël? Alors, je pense qu'il y aura une réplique violente, j'en sais rien, contre Israël, mais il y aura une réplique à tout le moins symbolique. Après, son intensité, les Iraniens la mettront en place en fonction aussi de leurs intérêts stratégiques, parce que je ne pense pas qu'ils aient aujourd'hui intérêt à rentrer dans un conflit ouvert, à la fois
contre Israël et contre les États-Unis. En revanche, il est évident que la République islamique d'Iran va utiliser tous ses proxys. D'abord le Hezbollah, ensuite la cinquantaine de milicites présentes en Irak, les milicites présentes en Syrie, évidemment les Houthis au Yémen et naturellement le djihad islamique et le Hamas à Gaza. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il faut aussi comprendre pourquoi Ismaël Haniyeh a été éliminé. Il a été éliminé parce que je crois que les Israéliens, outre le fait de la riposte légitime après le 7 octobre, ils sont en train de préparer aussi l'après-Gaza. La certitude aujourd'hui, c'est que le Hamas ne va plus diriger un territoire. Ça, c'est une certitude. Ils ont réussi ça, vous pensez, les Israéliens ? Mais de toute façon, les Israéliens, toutes les sources que j'ai eu l'occasion d'interroger sont unanimes au-delà des clivages politiques qui peuvent exister entre les uns et les autres. Il y a une unanimité autour du fait que le Hamas ne va plus contrôler la bande de Gaza. Et ça, je dirais enfin, parce que c'est quand même incroyable cette histoire. Le Hamas était à l'origine un groupe terroriste, je dirais, classique, traditionnel. Il n'a pu décupler sa toxicité, sa nocivité et sa dangerosité dès le moment où il a fait main basse sur un territoire, en l'occurrence Gaza, entre 2006 et 2007, écartant au passage le Fatah et l'autorité. Mais dans toute l'histoire, Mohamed Sifawi, du conflit palestinien et de la résistance palestinienne pour essayer d'obtenir un peu d'espace en Palestine, le Hamas a pris du poids de manière régulière, y compris après les attentats, les assassinats ciblés d'Israël. Est-ce que c'est pas simplement une façon pour Israël de ne pas perdre la face, mais sans véritable efficacité, ces attentats ciblés ? Non, franchement, je ne le crois pas, parce que effectivement, avant, il y avait une doctrine d'emploi qui faisait que Israël éliminait dirigeants après l'autre, mais dans l'état des choses, les choses restaient statiques. En l'occurrence, ça ne bougeait pas sur le plan stratégique, parce que sur le plan stratégique, il fallait tout simplement empêcher le Hamas de contrôler un territoire. Quand le Hamas arrive à Gaza en arrivant presque à constituer un proto-État, c'est une organisation terroriste avec des moyens quasi rudimentaires. Et lorsqu'ils ont contrôlé Gaza en 2007, leur armement le plus sophistiqué, c'était quelques roquettes avec une portée de 5 km. Aujourd'hui, ils ont des missiles, certaines de fabrication iranienne, d'autres, ils ont pu développer d'ailleurs eux-mêmes leur propre arsenal militaire avec des missiles qui peuvent atteindre des 150 km dans la profondeur de l'État d'Israël. Donc, en fait, l'erreur des autorités israéliennes, c'est d'avoir attendu tout ce temps, d'avoir laissé cette toxicité s'installer durablement et se renforcer pour devenir un relais satellitaire de l'Iran. Et de frapper les Israéliens, et surtout comme ils les ont frappés le 7 octobre. Dernière question, Mohamed Sifawi. Est-ce que paradoxalement, alors qu'on redoute une guerre régionale, au fond, est-ce qu'on ne se trompe pas complètement ? Est-ce que c'est pas finalement avec la disparition d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, peut-être la fin du conflit à Gaza entre Israël et le Hamas ? Non, alors la fin du conflit à Gaza va être tributaire de la réaction des tribus, comme on les appelle, les Hachaïr là-bas, c'est-à-dire les grandes familles dont on parle très peu parce que ce sont sur elles que comptent les Israéliens pour reconstruire une autre gouvernance locale. Mais par ailleurs, les Israéliens comptent sur une autorité palestinienne, non pas en l'état, celle de Mahmoud Abbas, mais réformée, reconfigurée. Et enfin, les Israéliens comptent aussi sur l'apport de leurs désormais alliés, à la fois les Émirats Arabes Unis et leur homme Mahmoud Dahlan, qui est l'ancien chef de la sécurité palestinienne et qui vit aux Émirats Arabes Unis, et qui est effectivement quelqu'un avec lequel la discussion est possible. Et par ailleurs, ils comptent aussi beaucoup sur, non pas l'argent qatari, mais l'argent des Saoudiens, pour essayer de reconstruire quelque chose, mais sans le Hamas et sans le djihad islamique. Ça, je pense que c'est une décision qui est inéluctable désormais. Merci Mohamed Sifawi, journaliste, essayiste et spécialiste du Hamas. Merci pour ces éclairages toujours aussi passionnants.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors on revient aux vacances, au tourisme et à la façon de se déplacer cet été avec notamment les voitures électriques. Parce que la question se pose de savoir si finalement on prend pas un risque en partant par exemple de Lille, de Paris ou de Marseille et qu'on veut remonter au nord avec une voiture électrique. Est-ce qu'on aura assez de capacité de recharger ses batteries? C'est la question qu'on va poser à Pierre Chasseret. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour. On vous connaît bien, 40 millions d'automobilistes, on vous connaît bien sur l'antenne de Sud Radio. Au fond, est-ce qu'il y a assez de bornes de recharge électrique pour tous ceux qui ont des véhicules qui sont complètement électriques cet été pour partir en vacances? Alors c'est effectivement ce que je répète inlassablement dans le petit matin depuis maintenant plusieurs années, c'est que les voitures électriques n'ont pas toutes la même capacité en termes de batterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des véhicules électriques qui ont des batteries avec une autonomie relativement faible. Je vais prendre par exemple la Dacia Spring, c'est la plus faible des autonomies sur les véhicules électriques aujourd'hui. Et là, le départ en vacances, on oublie. Faire 600 bornes ou 700 km avec un véhicule de ce type-là, c'est pas la peine. Vous avez des véhicules beaucoup plus onéreux dans les véhicules électriques. On pense notamment à la marque qui commence par un T. Et ces véhicules vont vous permettre effectivement d'être un petit peu plus tranquille et serein. Mais attention, et c'est là le petit coup de gueule, Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes, c'est qu'en fait, l'optimisation de votre batterie dépend de la vitesse à laquelle vous roulez. Donc sur autoroute, vous consommez beaucoup plus. Oui. Mais aussi, ça va dépendre de la température extérieure. En fait, une batterie, pour qu'elle soit optimisée, c'est en gros aux alentours de 20 degrés dehors. Mais vous répondez pas à ma question. Je vous ai demandé s'il y avait aujourd'hui un réseau suffisant de bornes de recharge électrique. Ça se développe pas mal, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on prend un risque? Non, on prend pas de risque. Je veux dire, objectivement, vu que le parc automobile français, c'est 2% de véhicules électriques, pour l'instant, il n'y a pas de risque. Des bornes, vous allez en trouver. Le problème, c'est le temps que vous allez passer. À recharger. Recharger, parce qu'on vous promet une recharge en une demi-heure, c'est pas vrai. Je pense qu'il faut être très clair. Tous les possesseurs de véhicules électriques savent très bien que pour recharger à 100%, quand on fait un trajet en vacances, c'est ça qu'on va chercher. Et les 100%, ils sont très longs à atteindre. Et ça dépasse allègrement 1 heure. Et 1 heure bloquée quand il fait très chaud avec les gamins sur une aire d'autoroute, c'est Koh-Lanta. Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics et puis la filière professionnelle, à la fois des industries automobiles, mais aussi des collectivités locales, essayent de développer ces réseaux de charge, et puis EDF aussi. Qu'est-ce que vous leur dites à toute cette filière pour qu'ils accélèrent le processus de mise en place de bornes de recharge? En fait, je veux pas forcément qu'ils accélèrent le processus de prise, parce que je me dis, regardez aujourd'hui l'état des aires d'autoroute. Vous avez quelques prises électriques qui prennent une place de dingue. Et on a un parc qui est constitué à 2% de véhicules électriques, c'est-à-dire, on va être très clair, rien. Si demain on avait un parc ne serait-ce qu'à 50%, c'est-à-dire qu'il faudrait multiplier par 25 l'espace qui est attribué aux prises de recharge pour les véhicules électriques. Ça paraît totalement fou. Ça va être l'équivalent d'Euro Disney, mais uniquement pour mettre des bornes électriques. Ça n'a absolument aucun sens. Donc j'ai peur qu'on se trompe, d'autant plus que les chiffres aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, où c'est l'effondrement de l'électrique, ou alors en France, où on sent que le marché est en train de se tasser, voire de régresser, ne donnent pas de crédit au gouvernement qui veut inciter pour l'instant au 100% électrique. En revanche, ce qui progresse, c'est l'hybride non rechargeable. Vous savez, les voitures hybrides dans lesquelles il n'y a pas automatiquement d'elles-mêmes quand elles roulent, quoi. C'est ça. C'est un petit appui électrique. Et ça, c'est l'avenir pour vous. La même capacité. Je ne sais pas si c'est l'avenir. En tout cas, c'est la transition. S'il doit y avoir du 100% électrique un jour, il faut commencer par ce premier pas. Et tous les possesseurs de véhicules électriques le savent aussi. La valeur vénale de leur véhicule sur le marché de la revente, du marché d'occasion, elle chute terriblement entre l'achat et le jour où vous la revendez. On a bien entendu ce matin votre analyse de la situation sur les bornes de recharge électrique. On voulait un peu savoir ce qu'il en était. Vous nous dites, il n'y a pas de danger, on peut se recharger, il faut faire attention à la température extérieure, à l'optimisation de sa charge. Et puis, vous plaidez, on l'a compris, pour les voitures hybrides dans ce domaine. Merci Pierre Chasseret d'avoir été avec nous. Et on se retrouve tout de suite avec nos invités dans Mettez-vous d'accord jusqu'à midi. C'est parti. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. 0826 300 300, le numéro de téléphone pour nous joindre si vous souhaitez intervenir pendant les débats de l'été. En particulier, mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Si vous voulez leur faire une objection ou critiquer, revenir, discuter, n'hésitez pas. 0826 300 300. Je vous promets que je vous ferai passer à l'antenne face à nos 4 invités. Alors ce matin, eh bien, nous avions 2 anciens députés en la présence d'Alexis Bachelet, qui a été député socialiste un temps et qui est maire adjoint Europe Écologie Les Verts aujourd'hui à Colombes, en Ile-de-France, près de Paris. Autre ancienne députée, aujourd'hui suppléante d'ailleurs de la députée Olivier Grégoire. Vous êtes Fanta Berete, membre de Renaissance et de Ensemble pour la République au sein de ce groupe à l'Assemblée nationale. Vous êtes suppléante de la ministre Olivia Grégoire. Mathieu Hoc, alors vous, on se déporte par la droite doucement. Hein, vous êtes secrétaire général du Millénaire, think tank de droite. Exactement. Et puis à droite aussi, élu régional droite républicaine, donc au Conseil régional, Alexandra Spinner. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir tous les 4 pour nos débats ce matin. Et on va évoquer la gauche, on va évoquer le nouveau Front populaire et ses propositions. On va évoquer peut-être aussi les affaires internationales avec la décision du président de la République de reconnaître la souveraineté du Maroc, du royaume chérifien sur le Sahara occidental. Mais on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Peut-être d'abord, les JO, parce qu'évidemment, on est tous saisis par cette, non seulement les Jeux olympiques, mais par la marchand mania ou la folie marchand. Je citais tout à l'heure le titre du Parisien aujourd'hui en France, le tout-puissant, comme si on allait se mettre à genoux à ses pieds. Alexis Bachelet, premier coup de cœur ou de coup de gueule, Alexis? Oui, c'est tellement puissant que moi j'avais l'équipe et qu'on me l'a arraché des mains tout à l'heure. On va tout savoir, les coulisses. Je l'ai prêté, voilà, parce qu'il y avait long marchand à la une, et donc ça a créé tout de suite une espèce d'émeute dans le hall, là, dès l'entrée de la radio. L'équipe par Alexandra Spinner. J'ai préféré m'en séparer. J'ai dit oui, je te le prête, vas-y. Ah oui, non, mais l'équipe, parce que c'est de la radio ici, donc les gens n'ont pas l'image, même s'ils l'ont lu ce matin, pour ceux qui auront été achetés l'équipe. L'équipe, c'est donc cette une magnifique, une légende d'or et de sang. C'est donc Léon Marchand, bien sûr. Très beau titre. Oui. Bon, alors, Alexis, pardon, c'est à vous. Cœur, alors, je voulais, pour illustrer mon coup de cœur, parler de la performance qui a permis d'organiser hier les premières épreuves de triathlon dans la Seine, quand même, parce que ça faisait... Ah, ça y est, on rentre dans la politique, en fait, hein, parce que... Non, c'est pas de la politique. Vous venez soutenir Anne Hidalgo, là. Non, mais ce qui est assez, il y a quand même des petits clins d'œil qui sont savoureux. Oui. C'est que, d'une part, bon, ça fait quand même des années qu'on nous explique que ça va être très compliqué. C'était très compliqué, mais qu'on n'y arriverait pas, parce que ça c'est très français. Dès que c'est compliqué, on va pas y arriver. On est très pessimiste. Je crois qu'on était aux alentours on est vers l'Afghanistan en termes de pessimisme dans les baromètres d'opinion internationale, etc. Ouais. Bon, finalement, ça a fonctionné. Et alors, le clin d'œil, c'est que la première épreuve qui s'est déroulée, donc officiellement, je mets de côté les remugles médiatiques, la ministre qui glisse dans la vase et qui foire un peu son entrée dans l'eau. Bon, Anne Hidalgo. Non, elle a plongé, alors qu'Hidalgo, elle a glissé. Non, c'est l'inverse. Non. C'est Amélie Oudéa-Castra qui a glissé. Non, elle a plongé. Et après, elle a plongé. Mais bon. Bref, c'était pas la première image n'était pas la bonne. Elle a voulu voler. Elle a voulu faire ça un peu toute seule dans son coin et elle s'est plantée. C'est la punition. Elle aurait pu le faire avec les autres. Je l'ai pas analysé pareil parce que ça a eu lieu quelques jours avant. Ouais. Elle a plongé, elle a souri. Tout le monde s'est moqué de sa formule. Ah, elle est magnifique. Bon. Mais en revanche, la mère ensuite, elle s'est glissée doucement. Et puis avec ses lunettes noires d'ailleurs. Bon. Et donc, j'en viens à mon point, c'était de dire que effectivement, non seulement les épreuves se sont tenues, mais en plus, c'est une Française, Cassandre Beaugrand, un beau prénom, Cassandre. Ouais. Bon, on avait beaucoup de Cassandre avant ces JO. Maintenant, où sont les Cassandres? Parce qu'en fait, et c'était ma chute, c'est que finalement, on est passé d'une espèce d'ambiance morose, pré-JO, oh là là, ça va être compliqué, Paris, c'est horrible, regardez, ils ont défiguré la Concorde, ils ont défiguré tout Paris. Alors moi, j'ai entendu ça quand même, j'ai lu ça, des gens qui se disaient, quand on a commencé à installer les barrières, etc. Et puis, maintenant que ça a commencé, on voit des choses, on voit en fait, c'est vraiment les JO des superlatifs.
ils ont mis déjà très fort la cérémonie d'ouverture qui, de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est déjà historique, c'est rentré dans l'histoire. Et depuis que ça a commencé, chaque jour, on atteint des sommets quoi. Voilà. Mais hier, c'était Léon Marchand, mais tous les jours, les Français qu'on disait est-ce qu'ils vont faire une bonne séquence là. Il y avait aussi des doutes sur les performances des athlètes. On était pendant 5 minutes devant la Chine, en tête du nombre de médailles. Bon, à la fin, on sait que ça sera plus compliqué. On sera pas dans les premiers, mais peut-être qu'on atteindra l'objectif qui était dans les 5 meilleures nations. Et puis, je veux dire, petit à petit, toutes les critiques s'estompent quoi. Mais, voilà. Alors, on va revenir sur ça parce que notamment, on va le voir, je l'annonçais en titre, LFI veut une commission d'enquête sur les JO qui sont pas à son goût, mais on va revenir là-dessus. Mais en revanche, pourquoi ce coup de cœur sur les épreuves dans la Seine? C'est une façon de rendre hommage aux centaines et centaines de millions d'euros que l'État a versé pour pouvoir réformer le système de traitement des eaux usées, parce que la ville n'a mis que 100 millions sur le milliard 4, et pourtant elle s'approprie cette réussite comme étant une victoire d'Anne Hidalgo. Vous rendez hommage au gouvernement finalement là, Alexis Bachelet. Je rends hommage à tous ceux qui se battent pour qu'on se réapproprie ce qui sont nos biens communs. L'eau, c'est un bien commun. La Seine, c'est notre bien commun. Moi, je suis dans une commune, Colombes, qui est au bord de la Seine. On est encore loin de pouvoir s'y baigner. Mais pourquoi pas se fixer comme objectif dans 10, 20, 30 ans, oui, de se réapproprier ce lieu. Vous savez, nos arrière-grands-parents, ils se baignaient dans la Seine et dans la Marne. Dans les années 30. Il n'y avait aucun problème. Ok ? Fin du 19e, début du 20e, regardez, il y a un tas d'illustrations, de reportages sur la manière dont on s'était approprié, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet, donc il y avait d'autres loisirs, d'autres formes de loisirs, les guinguettes, etc. Moi, oui, c'est peut-être utopique, peut-être que c'est un truc de gauche, j'en sais rien, mais moi, je crois qu'on peut effectivement améliorer l'avenir et pas forcément plus sombre que le passé. Donc et je trouve que c'est une belle utopie de se dire, on s'est fixé un premier objectif, on l'a atteint, sur Paris, il faut tenir le cap, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que la Seine soit le dépotoir de Paris, de l'Île-de-France, et qu'on soit condamné à pas traiter nos eaux usées. Finalement, si c'est devenu ce que c'est, si c'est devenu très pollué, c'est des choix. C'est des choix ou des non-choix, je sais pas, mais c'est que nos pollutions, on a décidé de les déverser là. D'ailleurs, c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de pays du monde. Et si vous faites un peu le tour du monde, vous verrez que plus les pays sont pauvres, plus les pays sont en développement et économiquement peu développés, plus les fleuves sont pollués. Il y a un lien. Et la modernité, c'est pas de pas se baigner dans la Seine. La modernité, c'est de se réapproprier ce qui est pour moi un bien commun. Oui, Stéphane Troussel, le président du département d'à côté du vôtre, du 93, de la Seine-Saint-Denis, disait: je veux pouvoir me baigner à Saint-Denis, là où passe la Seine aussi. Vous voulez vous baigner à Colombes, chez vous, là où passe la Seine. Oui, très bien. Et donc finalement, vous dites au gouvernement bravo d'avoir mis autant d'argent dans l'assainissement du système pour le traitement des eaux usées. Des fois, on met de l'argent, des milliards, dans des trucs qui marchent pas. Non, là, ça marche. On a dépollué la Seine. C'est quoi le problème? Ah, mais c'est pas un problème. Donc vous dites bravo. On peut dire c'est bien. Ouais, voilà, on a dit c'est bien ce matin. On va voir si tous les autres sont d'accord. On le fait après la publicité. C'est Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec nos 4 débatteurs et vous, je vous l'ai dit, si vous voulez intervenir, 0826 300 300. Alors cela dit, vous nous écoutez peut-être depuis la plage et vous avez autre chose à faire que de téléphoner. Mais avec nous, Alexandra Spinner, vous êtes enseignante de profession et vous êtes conseillère régionale droite républicaine en Ile-de-France à côté de Valérie Pécresse, donc à droite. Mathieu Hoc, vous êtes secrétaire général d'un think tank à droite aussi, Millénaire. Donc merci de votre présence avec nous ce matin. On a 2 anciens députés ici à nos côtés, Fanta Berete, qui est membre d'Ensemble pour la République, de Renaissance, suppléante de la ministre Olivia Grégoire, donc la macroniste de ce panel ce matin, et puis Alexis Bachelet, ancien député socialiste, maire adjoint Europe Écologie Les Verts aujourd'hui à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, au bord de la Seine, et vous nous disiez, Alexis, il y a quelques instants, je veux pouvoir me baigner depuis ma commune dans la Seine. C'est peut-être pas encore le cas, mais bravo à tous ceux qui ont investi pour assainir l'eau de la Seine et permettre les épreuves de triathlon hier. Est-ce que vous êtes d'accord, tous les 3, avec ce bravo à ceux qui ont investi, l'État essentiellement, les collectivités territoriales comme la région et la ville de Paris notamment, qui ont investi pas mal d'argent pour que nos eaux usées n'aillent pas directement dans la Seine? Oui, c'est le SIAP qui fait ce travail. Le syndicat interrégional ou intercommunal des eaux de Paris. Exactement. Assainissement. Assainissement. Oui, dont l'usine principale
l'État Colombe aussi. Ça fait plus de 50 ans. C'est vrai, il y a une très grosse usine de SIAP à Colombe. C'est le service public de l'assainissement francilien, et ils font un travail formidable. Moi, depuis des mois ici, je dis combien j'ai hâte de ces Jeux Olympiques. Nous, évidemment, en tant qu'élus régionaux, on est très heureux puisqu'on a beaucoup investi. On est le premier financeur public après l'État de ces Jeux Olympiques. Voilà, et je crois que ces Jeux Olympiques ont tenu toutes leurs promesses. C'est formidable. Déjà, ces séquences sur la scène, c'est totalement inédit. C'est quelque chose de totalement inédit. Alors déjà, maintenant, à commencer par la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture sur la scène, alors il y aurait quelques petites choses à en dire, mais enfin, c'était juste spectaculaire. Le monde nous a enviés, donc c'est quand même merveilleux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tous les grincheux, tous ceux qui se moquaient et qui grillaient sous cap et qui nous expliquaient que ça n'allait pas fonctionner, ça fonctionne. À propos de la scène, et les Français sont au rendez-vous. Et à propos de la scène, alors moi je veux pas, je trouve qu'il y a aussi un moment pour tout. Je trouve que c'est pas le moment d'aller discuter de ce que ça a coûté ou pas. Pour l'instant, on a nos champions. On verra ça après. On a nos champions qui réalisent des exploits sur la scène. On a eu cette cérémonie d'ouverture sur l'eau. Mais quand Jacques Miard hier, par exemple, nous disait, ça vous fait sourire, mais et c'est un élu lui aussi, hein, il est maire de Maison Lafitte. Je sais bien, c'est un habitué de l'Air Expert ici, mais quand Jacques Miard nous disait hier, la scène, la cérémonie d'ouverture, c'était des petites barcasses. Il y avait des bateaux mouches. J'aime beaucoup Jacques, mais là, non, je crois que c'était pas des petites barquettes, ni des faut redescendre. Jacques, on vous salue. On vous embrasse, Jacques, mais non, c'était magnifique, c'était spectaculaire. Moi, il y a des séquences qu'on aurait pu s'épargner puisque certaines parties du monde les ont censurées, donc c'était dommage. Ça, on reviendra là-dessus dans un instant. Fantaverité. Moi, je suis fan du coup de cœur parce que on a besoin, d'Alexis, puisqu'on a besoin, je pense, dans cette période de la France qui gagne. Et finalement, c'est ce qu'il faut retenir. Là, c'est nos ingénieurs et techniciens du SIAP au-delà de l'investissement de l'État qui était important, de celui des collectivités qui est important. Il y avait une volonté, je le dirais ici, Anne Hidalgo a porté aussi cette question, donc bien au-delà de nos frontières. Et les villes se sont construites autour des fleuves. On en parlait tout à l'heure. Les guinguettes, les gens qui plongeaient. Moi, j'ai un voisin qui me raconte qu'il sautait du pont Garigliano quand il était petit, en fait. C'est pas si donc, vieux, c'est pas si vieux que ça. Il est assez âgé, mais c'est pas si vieux que ça. Donc, en fait, moi, ce que je relève là, c'est la performance. Quand la France veut, la France gagne. Et c'est ça qui est beau, en fait, là-dessus. C'est-à-dire qu'en plus, on va inspirer les autres villes. On est tous à regarder Paris 2050, Madrid 2050, etc. Si on arrive à rendre finalement les fleuves aux populations et à créer ces zones fraîches quelque part, je trouve que c'est important et que la France a montré un joli visage et qu'il faut continuer et persévérer pour qu'effectivement, tout au long de la Seine, les habitants puissent se baigner, que ce soit sous les 37 ponts qu'on a vus ou bien plus loin. Je voudrais apporter quand même un point de nuance sur ce débat sur la Seine et peut-être le grincheux du plateau. On n'a pas envie de nuance aujourd'hui. Non, mais je pense qu'en fait, la difficulté qu'on a sur ce sujet qui est la Seine, l'assainissement de la Seine, c'est la temporalité. Parce que, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la Seine est baignable, mais ce n'est pas certain qu'elle le soit dans les prochaines années. C'est-à-dire que quand on regarde les experts aujourd'hui qui nous expliquent justement qu'avec les orages, la multiplication des orages, la multiplication des dérèglements climatiques, ce n'est pas certain que les investissements colossaux qui ont été consentis jusqu'à présent pour la rendre baignable pour les Jeux Olympiques soient suffisants pour pouvoir sur la durée, le faire sur la durée. Mais il ne fallait pas les faire alors ? Justement, en fait, les experts nous disent qu'en tout cas, il faudrait entre 20 et 25 milliards d'euros pour rendre la Seine baignable sur une durée qui soit une durée totale. Or, est-ce que l'on peut aujourd'hui se permettre ce type d'investissement ? Est-ce que c'est ça l'urgence ? Vous dites non. Exactement, moi je pose juste la question est-ce que vraiment payer 2 fois le budget de la justice en France pour rendre la Seine aux Parisiens, est-ce que c'est quelque chose qui soit raisonnable dans le contexte actuel des finances publiques ? Mais quand Fantaberete nous dit c'est une France qui gagne, moi je pense à celle des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers du SIAP et de tous les services qui ont concession ou pas pour nettoyer l'eau et pour la rendre potable, je pense à tous ces gens-là, mais tous ces gens-là en l'occurrence, moi je me tourne vers la gauche, je fais un peu de provoque avec les Bachelet, ils ont été bâchés pendant des années parce qu'on disait non, il y a que les concessions municipales, les régies municipales qui sont louables, et vous, la gauche, vous avez souvent dit il faut plus d'entreprises françaises. Or, par exemple, Suez
Veolia sont des entreprises qui ont les marchés de l'assainissement de l'eau. C'est une façon d'évoquer la France qui gagne, hein, dans le monde entier, parce qu'on est considéré comme étant parmi les meilleurs pour assainir l'eau. Et vous avez souvent dit, vous, la gauche, il faut que ce soit public et pas des entreprises privées. Mais en fait, là, elle démontre, les entreprises privées, qu'elles performent. Mais parce que c'est la médaille d'or pour les entreprises privées, la démonstration de pouvoir se baigner dans l'eau et de récupérer l'eau de la Seine. On peut aussi dire les choses de manière moins caricaturale. Ah, c'est caricatural ce que je viens de dire. On repasse la gestion de l'eau en régie, qu'on n'a pas besoin du savoir-faire des entreprises. Simplement, c'est une question, la gouvernance n'est pas la même. En régie, c'est effectivement un pilotage directement par les services communaux, mais avec des sous-traitants, des co-traitants, des partenaires qui sont les grandes entreprises. C'est pas les agents municipaux qui gèrent l'eau de A à Z. Il y a forcément, en fait, c'est une question de ça. C'est comme les partenariats publics-privés. Il y a du positif, puis il y a du négatif. Il y a certains projets où il faut peut-être le faire, ça peut marcher, puis d'autres où en fait on va gaver les intérêts privés. Donc la question de la gestion de l'eau, en fait, c'est une question éminemment politique. Et ce qui est très intéressant, c'est que au-delà des questions de gouvernance qui sont importantes, et on a déjà fait la preuve que les deux systèmes fonctionnent. Il y a des systèmes en régie qui fonctionnent bien et qui parfois même font baisser le prix de l'eau, et puis des systèmes qui fonctionnent avec des partenariats avec le privé. Bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai savoir-faire français dans ce domaine-là, dans le domaine de la gestion de l'eau, mais aussi de l'assainissement, et qu'il faut se dire que c'est pas un investissement uniquement un one-shot pour les JO, c'est que c'est un investissement en fait sur le siècle qui vient. C'est-à-dire que dans le siècle qui vient, avec l'augmentation des températures, la question du stress hydrique, de la capacité à récupérer de l'eau, à la dépolluer pour faire des économies, etc. Il y a tout un cycle en fait à réinventer, et que la France elle soit en pointe sur ce sujet-là. Je pense que vous verrez qu'on en reparlera, parce que c'est une technologie qui se vendra dans le monde entier et pas simplement en France. Oui, on va revenir sur ce débat. Je pensais pas qu'on ferait 2 quarts d'heure sur l'eau. Mais l'eau, c'est fondamental, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Donc c'est normal que ça soit un sujet. Beaucoup de cœur, 26 barrages sur la Seine pour retenir les déchets. 1200 tonnes de déchets. Et 400 en France. Merci pour ces infos et ce beaucoup de cœur, Alexis Bachelet. On retrouve nos 4 débatteurs après le journal de 11h. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec 4 débatteurs aujourd'hui dans la tradition des débatteurs et de Mettez-vous d'accord de Valérie Expert qu'on salue, qui est en vacances, que vous retrouverez au mois de septembre. Nos 4 débatteurs ce matin: Alexis Bachelet, maire adjoint Europe Écologie Les Verts à Colombes, Fanta Berreté, membre de Renaissance, le parti macroniste, Mathieu Hoc, qui est le secrétaire général d'un think tank de droite millénaire, et Alexandra Spinner de la droite républicaine, qui est enseignante, conseillère régionale en Île-de-France avec Valérie Pécresse. Alors on a tout de même presque tenu une demi-heure sur la question de l'assainissement de l'eau, avec le coup de cœur d'Alexis Bachelet, qui se félicitait de voir les nageurs du triathlon et les nageuses du triathlon, et Cassandre Borgoran nous ramener une médaille d'or à l'occasion de cet assainissement des eaux de la Seine. Eh bien, on va venir à vous, Fanta Berreté, avec un coup de cœur aussi, toujours pour les JO, mais alors là, pas les champions eux-mêmes, chacun d'entre nous, tous ceux qui sont pris par la folie des Jeux. Effectivement, un gros coup de cœur ce matin pour les supporters français. On l'a dit, on a eu une superbe cérémonie qui est classée hors norme, des champions français qui sont au rendez-vous. Il n'y a qu'à voir les pages des journaux ce matin. Et nos cœurs se sont tous embrasés, comme la vasque olympique qui veille sur Paris. Le ton est donné pour ceux qui remplissent les stades, et leurs cris résonnent dans toutes les fan zones, et les échos envahissent nos cafés, nos places, nos parvis de mairie. Nos yeux brillent, les larmes de joie coulent, nos bouches se déforment en écoutant et en chantant la Marseillaise. J'ai presque envie de dire en hurlant sur certains paragraphes de la Marseillaise. Et ce qui est fabuleux, je trouve, c'est qu'on arrive en plus à se motiver pour des équipes qu'on ne connaît pas, pour des sports qu'on ne maîtrise pas. J'ai assisté au match de foot République dominicaine, Ouzbékistan, il y a 2 jours au Parc des Princes. Première fois pour moi en 28 ans à Paris, au parc. J'ai eu
hurlé comme jamais pour les deux équipes. Tout le stade hurlait pour les deux équipes. Nous étions là, nous avons chanté, ri, pleuré. Je crois que nous pouvons le dire, les supporters français remportent la médaille d'or déjà des Jeux Olympiques et j'espère qu'on sera tous d'accord sur ce point. Alors pourquoi un coup de cœur aux supporters eux-mêmes? Parce que au fond, vous trouviez qu'on avait un peu le supportriste jusque-là dans la façon dont nous supportons nos équipes. On a changé de nature dans la façon de supporter. J'ai été députée pendant une période où on a voté les textes à l'Assemblée nationale concernant toute l'organisation des JO et on a eu des échanges parfois, notamment avec l'extrême gauche, très durs sur les questions de sécurité, sur les questions d'organisation dans un certain nombre de domaines. Ensuite, on a assisté, je pense quand même, à ce JO bashing pendant des semaines. Je me souviens de Bardella qui sur un plateau disait que Jordan Bardella, que nous ne serions pas au rendez-vous, que nous n'arriverions pas à finalement sécuriser la cérémonie. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas fini. Et heureusement que c'est pas fini parce que moi j'en veux encore, nous en voulons tous encore. Mais jusqu'à là, j'ai envie de vous dire, c'est un pari gagnant. Et je dis pas que c'est le pari gagnant de l'État, je dis que c'est le pari gagnant de toutes les personnes qui depuis des années travaillent sur ces JO. Les collectivités en Île-de-France, l'ensemble des villes qui accueillent donc ces JO, les forces de l'ordre, etc. Et donc les Français le sentent. Les gens ont changé de comportement. Ont changé, je trouve. Je pense que les animations qui sont faites ici et là participent au fait que les gens partagent, créent du lien intergénérationnel. Quand vous allez dans les différents parvis des mairies à Paris le soir après les heures de bureau, parce qu'il y a exactement, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent encore. Tout le monde n'est pas à la plage. Et bien là, vous voyez donc des scènes ahurissantes auxquelles on n'assiste jamais ou qui nous rappellent 1998 et la Coupe du Monde de football, mais ça avait duré presque en mieux, parce que voilà, effectivement, c'est plus long le temps d'une journée. Là, jour après jour, nous le voyons dans les stades. Enfin, on parlera de Léo Marchand ensuite, mais ces hurlements, ces cris d'encouragement à l'unisson, c'est beau. Et en fait, on est au rendez-vous. Le peuple français est au rendez-vous et on laisse derrière nous un certain nombre de nos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais nos cœurs s'embrasent et c'est tant mieux. Le peuple français est au rendez-vous, Mathieu Hoc. Oui, tout à fait. Non, mais le peuple français a toujours été au rendez-vous de tous les événements sportifs qui ont eu lieu en France. Mais là, ce que nous dit Fontaine-Vérité, c'est qu'il y a un changement de ton. Moi, je pense pas. Parce que quand on regarde la Coupe du Monde 98, la Coupe du Monde de rugby 2023 ou l'Euro 2016 de football, là, les Français se sont toujours pris de passion pour leurs équipes nationales. Même quand on suit les Jeux Olympiques de Londres, de Rio, etc., on se souvient qu'il y avait quand même une certaine ferveur en France. Moi, je me souviens des fan zones aussi qui avaient été bien organisées et où justement les supporters français avaient communié avec leurs équipes nationales. Non, même au contraire, on a tendance à dire que justement après une compétition sportive, notamment celle de 1998, la Coupe du Monde, il y a une sorte d'euphorie dans le pays pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Même on parlait d'euphorie qui avait même porté Jacques Chirac, avait porté la cote de popularité de Jacques Chirac quelques mois encore après la Coupe du Monde de 98. Ça a toujours été le cas en France. Et les Français, pour moi, se prennent de passion parce que c'est un peuple qui est un peuple sportif. C'est un peuple. Mathieu Hoc, vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec l'éditorialiste du Figaro ce matin qui écrivait on ne reconnaît plus le pays, il y a un pays d'une autre nature qui a l'air de vouloir en effet chasser toute idée noire et surtout toute problématique artificielle pour pouvoir être simplement dans la fraternité. C'est naïf ou pour vous c'est pas particulier à aujourd'hui? Comment ça vous n'êtes pas d'accord avec l'éditorialiste du Figaro? Alors j'ai pas lu l'éditorial du Figaro, mais effectivement je suis pas d'accord avec il dit à peu près ça. Oui, exactement. Non, je suis pas forcément d'accord avec ce diagnostic. Je pense vraiment que ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, dès que la France a gagné une compétition internationale et que ses équipes nationales sont engagées, les Français communient avec l'équipe nationale. Ça ne veut pas dire qu'effectivement les problèmes partent et les débats normalement doivent avoir lieu. Je pense effectivement que là où il y a un problème peut-être politique que peut-être soulève l'éditorialiste du Figaro, c'est que on a quand même aussi l'impression que parce qu'il y a les Jeux Olympiques, on peut plus poser des questions. On peut plus poser des questions de fond sur des sujets de débat public. Par exemple sur l'assainissement de la Seine. On peut plus poser de questions sur. On l'a fait, là, on vient de le faire à l'instant. C'est pour ça
Et moi, je trouve que c'est tout à fait sain. Pas tabou. Je pense que c'est tout à fait sain de le faire, de poser des questions sur l'organisation des Jeux Olympiques, de poser des questions sur la question de sécurité. Séquence, on est dans autre chose. On est dans un engouement qui est célébrons ceux qui portent nos couleurs ou les autres d'ailleurs, mais qui réussissent des exploits sportifs magnifiques. Alexandra Spinner. Oui, alors moi je trouve que quand même le public français est toujours au rendez-vous. À chaque grande célébration sportive française, mondiale, les Français sont au rendez-vous. En revanche, là où je suis d'accord avec Fanta, c'est que évidemment, comme on sort d'une séquence politique qui nous a tous laissé KO, une séquence politique inédite, d'incertitude, avec une situation un peu fragile où on ne sait pas trop où nous en serons au mois de septembre, évidemment que ça tranche considérablement, parce que là, les Français sont heureux de se retrouver, ils sont heureux de se fédérer autour de grands champions. C'est vrai qu'on voit des morceaux d'humanité dans la rue quand on se balade dans Paris, c'est formidable, les liens entre les générations, la mixité, tout le monde est heureux ensemble de fêter nos champions. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Mais voilà, c'est vrai qu'il y aura malheureusement le réveil. Après les Jeux paralympiques, il faudra reprendre le cours de notre histoire compliquée. Bon, mais alors, pardon, mais si vous êtes tous d'accord, Alexis, vous êtes d'accord avec cette idée que les supporters français en ce moment sont plus encore enthousiastes que d'habitude ? Moi, je pense que la France est en train d'effectuer sa mue. On n'est pas une grande nation sportive, en vrai. Quand on regarde les Jeux Olympiques sur la durée, en nombre de médailles... Qu'est-ce qu'il vous faut, là ? Non, je dis, on n'était pas, je peux parler même au passé. Nous sommes de grands champions, mais nous ne sommes pas une nation sportive. Regardez, par exemple, c'est frappant. Moi, j'ai participé à quelques épreuves. C'est vrai que, par exemple, il y a des Espagnols partout, quoi. C'est impressionnant, quoi. Il y a énormément d'Espagnols qui suivent leurs champions. Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de champions. Et parce que les Espagnols sont performants dans beaucoup de sports. Oui. Mais nous aussi. Oui. Nous aussi, mais il y a des sports où on est encore loin d'eux. Mais nous, on a depuis 2 décennies, il y a eu un phénomène déclencheur, c'est 98. On gagne la Coupe du Monde. Les Français étaient des perdants magnifiques jusqu'en 98. Depuis 98, ce qui a changé, c'est la mentalité et la culture de la gagne qui fait qu'effectivement, la France est en train de devenir une grande nation sportive. Pas encore une grande nation de sportifs, parce qu'on est très en retard dans la pratique du sport. Il y a beaucoup de pays, on parle souvent de l'Allemagne, où c'est inclus dans la scolarité, etc. Mais en revanche, je pense que là, on est en train de développer une nouvelle dynamique, et je pense qu'à l'avenir, on va se rendre compte que la France a des potentialités qu'elle n'a pas encore exploitées, notamment dans le domaine du sport. Oui, sur la nation française qui serait pas une nation sportive, ou en tout cas qui vient doucement. Mais je pense que depuis 2017, pour la peine, on a inclus dans les programmes scolaires plus de sport. Certains grands sportifs ont mentionné aussi qu'il y a eu un investissement sans pareil concernant donc justement les infrastructures, mais également le suivi des sportifs et l'amélioration aussi de leurs conditions de vie. En dehors des grands rendez-vous, parce que ça c'est un point important. Certains sportifs, je lisais un article hier concernant des rugbyman étrangers qui étaient obligés de faire des photos sur une application pour pouvoir tout simplement presque manger en dehors des grandes épreuves, pas les nôtres mais d'autres. Donc en fait, il y a un investissement qui doit se faire aussi de la part de l'État sur les infrastructures, et les JO ont permis. C'est le cas, l'INSEP, on l'a dit hier ici. Oui, et l'INSEP a été créé justement après le fiasco. Exactement, après le fiasco d'une Olympiade. Donc en fait, l'investissement de l'État, des collectivités, chacun dans ses voies, est important pour la réussite de nos sportifs sur le long terme. Alexandra ? Oui, alors nous, évidemment, à la région, on fait des investissements considérables. Vous nous l'avez dit souvent. Mais c'est quand même important, écoutez, de le dire. Pourquoi ne pas ? On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, c'est quand même aussi. Donc on fait des investissements majeurs dans le sport, dans les infrastructures sportives en Ile-de-France. Et donc ça, c'est important aussi pour devenir une grande nation sportive. Mais moi, je pense aussi qu'il nous faut aussi des modèles. Il nous faut des modèles, et d'où mon coup de cœur pour le Léon Marchand. Il nous faut des modèles pour pouvoir rêver et pour pouvoir être inspiré. C'est quoi votre coup de cœur, Léon Marchand ? Parce qu'on est tous dans la Marchand-folie. C'est un coup de cœur que nous partageons ici, que nous partageons avec tous les Français. Pourquoi mon coup de cœur pour Léon Marchand ? Voilà un jeune homme qui nous propose un profil un peu différent de ce que nous donne par exemple le football, de jeunes adolescents à problème, capricieux et trop gâtés. On a ici
aussi un jeune homme humble avec une grande humilité, qui paraît très détendu, qui a le sens du travail, qui est heureux, parce que oui, c'est ce que disait aussi Fanta tout à l'heure, on a besoin d'être heureux, on a besoin d'une séquence comme ça de bonheur partagé, et je trouve que ce jeune homme est extraordinaire, il nous propose vraiment un visage de la France qu'on aime. On va voir si c'est partagé vers tout le monde, parce que tout à l'heure, je vais vous faire réagir là, dans quelques minutes, quelques instants, sur cette initiative de certains députés LFI qui veulent une enquête populaire, une enquête parlementaire sur les Jeux Olympiques. C'est tout de suite, et c'est dans Mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors, nous étions à l'instant sur la question de savoir si on soutenait tous ou pas Léon Marchand. Bon, ça c'est fait, tout le monde est d'accord là-dessus, avec ce coup de cœur d'Alexandra Spinner, avec nous Mathieu Hoc, Fanta Berrettez et Alexis Bachelet. Et tout de même, je voulais vous relancer sur cette question des Jeux Olympiques, parce que c'est quand même très bizarre. Alors, c'était il y a 5 jours. Je ne sais pas si ces mêmes députés de LFI, Alexis Bachelet, on peut vous poser la question, hein, parce qu'après tout, c'est votre camp politique. Hein. Vous n'êtes pas à LFI, vous êtes à Europe Écologie Les Verts, d'accord, mais enfin vous êtes des alliés. Et puis Marine Tondelier, Sandrine Rousseau sont à peu près sur la même ligne que Clémence Guettet, qui dit, qu'est-ce qu'elle dit, Clémence Guettet, députée LFI? Elle dit, on lance une commission d'enquête populaire sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, parce que c'est du sport business, c'est la restriction des libertés publiques, c'est les habitants qui sont expulsés, c'est les contrats opaques et les dégâts écologiques. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du géobashing déguisé. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alexis Bachelet? Franchement, vous soutenez, vous qui êtes dans le nouveau Front Populaire, de fait, hein, à travers Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, Sandrine Rousseau, quand elles disent dégâts écologiques, c'est JO, c'est pas beau. Bon, en ce moment, je sais pas si ça fait 5 jours que cette proposition a émergé, mais sincèrement, elle est reprise et contestée depuis hier. C'est pour ça que je l'évoque ce matin par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui dit arrêter d'utiliser le logo de l'Assemblée pour ça. Donc, elle conteste cette commission, en quelque sens, l'existence de cette commission. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est le moment de faire du géobashing alors que le pays, vous venez de le souligner, retrouve le sourire? Mais c'est pas interdit de pas être caricatural. Dans la manière dont on amène les sujets, dans la manière dont on fait les pitchs. Vous inquiétez pas, je vous passe le micro quand vous voulez. J'ai été parlementaire, donc on n'interdira jamais à des parlementaires de faire des commissions, c'est leur boulot. Mais c'est de contrôler les politiques publiques, l'usage de l'argent public. C'est pas une vraie commission. Ils n'ont pas demandé. Je ne sais pas si c'est une vraie ou pas une vraie. Mais c'est c'est quand même important. C'est tout le sujet. Non, mais il y a des vrais. Non, mais attention. Il y a des vrais. Alexandra, les vraies commissions parlementaires, c'est celles qui sont officiellement intronisées par l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, il y a l'autre. Après, on va dire que là, on est plutôt sur un buzz médiatique qui marche, puisque vous en parlez ce matin. Oui, mais j'en marche parce que c'est pas moi qui suis à l'origine de l'affaire. Qui, selon moi, on verra à l'arrivée ce que ça produit, si ça produit un rapport, et puis on verra ce qu'il y a dans le rapport. Je veux dire, par définition... C'est le bon moment de dire ça, de critiquer les JO. C'est du géobashing, ça. Soyons clairs. D'abord, ils essayent, pour certains, de faire du géobashing. Ça ne marchera pas, c'est évident. Et par ailleurs, je demande juste à ce qu'on regarde ce qu'il y aura, s'il y a un rapport de rendu, et ce qu'il y aura dans. C'est pas interdit. On en a parlé tout à l'heure à propos du sujet de l'eau. Il y a des gens qui vont mettre l'accent plus sur le coût, sur le côté court-termiste, etc., pour dire est-ce que ça... On peut tout questionner, en fait. Et même pendant les JO, c'est pas un problème. Personne ne dit le contraire. Mais moi, je vous ai lu les propos de Clémence Guettet. Pour l'instant, on n'a pas parlé encore parce que, visiblement, les Jeux, pour l'instant, sont propres. Mais vous savez qu'en ce moment même, tous les jours, il y a des contrôles antidopage. On peut avoir, à un moment donné... un événement qui vient ternir la bonne ambiance, etc. Et c'est pas parce que il y a les Jeux Olympiques qu'on va arrêter les contrôles antidopage. Non, mais c'est quoi, il y a un côté, pardon, mais quand on dit sport business, on a parlé tout à l'heure, qui a dit ça tout à l'heure? Il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, Léon Marchand, c'est pas les joueurs de foot. Les joueurs de foot, ils sont pourris gâtés par l'argent. Pas tous les joueurs de foot. Alexandra Spitzer, elle a critiqué quelque part le sport business. On va pas lui dire, Alexandra, vous avez tort, c'est la période où on n'a plus le droit de rien critiquer, de rien dire. Moi, oui, il y a des dérives. Il y a des dérives dans le sport business. C'est la vérité. Crions pas. C'est la vérité. Déjà, il y a un problème de sémantique.
Voilà. Parler d'une commission d'enquête populaire, c'est un terme quand même qui a toutes les caractéristiques communes de tous les régimes totalitaires. Moi, je rappelle quand même que la mission du Parlement, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement, que dans le cadre de leur droit de tirage, ils n'ont qu'à demander une commission d'enquête parlementaire. Mais c'est le bon moment de faire ça. Parce non, mais c'est évidemment, mais de toute façon, ils sont toujours là pour gâcher la fête. Évidemment que le but, c'est de mettre la suspicion sur ces jeux, puisque l'image que donne la France aujourd'hui, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Eux, mais évidemment, parce que cette unité, cette fraternité, eux, leur fonds de commerce, c'est une France morcelée. C'est ça, ils misent là-dessus. Donc évidemment, c'est tout à fait grotesque. Et on voit bien encore que ils continuent leur sabotage des institutions. Parce que pourquoi demander une enquête populaire? Ils sont parlementaires. Populaire, sous-entendu. Non, mais c'est ridicule. Mais au-delà de l'Assemblée. Mais enfin, c'est grotesque. C'est grotesque. Moi, tout à l'heure, je disais qu'effectivement, on pouvait poser des questions. Et effectivement, il faut que ces Jeux Olympiques soient audités, etc. Il faut qu'il y ait un fait. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec cette idée-là, de toute façon, dans tous les cas. Donc, je vais pas me renier parce que c'est le nouveau Front populaire. En revanche, moi, ce que j'interroge sur ce que fait le nouveau Front populaire, c'est cette volonté de faire toujours du buzz, de faire toujours, en fait, c'est une culture un peu TikTok de la vie politique. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif pour Clémence Guettet et ses amis, c'est de faire en fait des extraits sur Twitter, de dire que voilà, on va interroger on va faire du géobashing pour pouvoir justement faire du buzz sur les réseaux sociaux, faire monter leur code politique, exciter un certain nombre de leurs électeurs. C'est un peu ça, et je trouve que c'est assez petit en termes de vision politique et de hauteur de vue, parce que ces Jeux Olympiques, on peut les questionner sur les questions d'organisation, sur les questions de sécurité, etc. Mais il y a des leviers parlementaires qui existent. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui aurait son sens. Mais pour l'instant, effectivement... Et qui arrivera peut-être, d'ailleurs. Et qui arrivera sûrement, parce que c'est légitime, tous les pays le font, c'est normal. Donc, et surtout le message politique qui est envoyé par le nouveau populaire. Parce qu'ils sont quand même, il faut le rappeler, à contre-courant de l'histoire sur un certain nombre de sujets. Parce que sur l'organisation des Jeux Olympiques, ils disent justement, il ne faut pas de sport business, etc. Mais le monde du sport tend vers ce modèle, c'est inéluctable, puisque c'est comme ça qu'on va former des grands champions. C'est parce que vous avez des entreprises qui s'impliquent, parce que vous avez des financements privés qui participent aux formations. Moi, j'ai été dans le centre de formation d'un club de foot en France, et évidemment que les entreprises soutiennent l'activité des formations des clubs sportifs. Sans les entreprises, c'est impossible. Donc la vision de la gauche qui est de rendre tout public, etc., ne fonctionnera pas pour faire une nation sportive. Il y a quelques heures, Sandrine Rousseau se félicitait sur un tweet du fait que Kylian Mbappé investisse avec Pierre-Antoine Capton dans un club de l'Ouest. Le Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe de Caen, voilà, de l'Ouest, du Nord-Ouest de la Normandie. Et elle s'en félicitait en disant, le milliardaire lui amène de l'argent. C'était de l'argent privé. Donc là, il y a peut-être une contradiction. Mais ce que je comprends pas, vous seriez tous les deux députés, vous l'avez été, Fanta Berete, Alexis Bachelet, vous participeriez à une commission comme celle-là, alors même qu'auparavant vous avez voté des lois qui ont permis d'investir, d'ouvrir des marchés publics pour construire pour les JO? Mais je pense qu'il y a un temps pour tout, en fait. Qu'il y ait une commission parlementaire qui est déclarée au bureau et que les parlementaires y participent, par exemple, après les JOP, il n'y a aucun problème pour moi. Sauf que là, en plus, il joue avec les mots. Donc, pour moi, il trompe et il crée de la confusion. Absolument. C'est-à-dire que pour les gens qui ne sont pas des habitués du vocabulaire de l'Assemblée nationale, on pense que tout ça est organisé via l'Assemblée nationale. Et c'est ce que dit la présidente de l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas une commission parlementaire. Donc, il devrait changer les mots. Ensuite, le géobashing, oui, forcément. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrêté la députée Martin. Moi, je vous invite à re-regarder les vidéos concernant le texte sur les JO. N'a pas arrêté de bâcher les Jeux. Elle continue. C'est inadmissible. Ils essayent de sortir. Martin, Elisa Martin, je crois que c'est Elisa le prénom. Et ils continuent, je vous enverrai une capsule. Ils essayent de surfer bien loin du surfeur brésilien Gabriel Medina sur les photos là où il s'envole sur la vague. Exactement, la lévitation, sur les craintes et les peurs des gens. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que la France est à l'heure des JO et qu'aujourd'hui, on considère qu'on est en trêve olympique et qu'ils le souhaitent ou pas. En fait, cette commission, dans les termes qui ont été énoncés, n'a pas lieu d'exister. Alexis Bachelet, une minute avant la pub. Oui, non, c'était peut-être parce qu'il fallait créer un peu de débat, mais enfin, pour moi, tout ça, c'est quand même
epsilonesque, quoi. C'est minuscule. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, pardon, là, il y a de la surréaction ici et là, mais vous voulez vous créer des épouvantails. Oh là là, le nouveau Front populaire, ils font une coalition populaire. C'est horrible, le géobashing, on va tous mourir. Non, vous inquiétez pas, il va rien se passer. Ça n'existe pas. C'est vous qui n'avez pas compris, mais on peut vous expliquer mieux. Il y a des gens dans tous les partis politiques qui aiment bien faire un peu de démagogie. C'est vrai qu'ils sont pas pour les JO. Ils étaient contre. De toute façon, ils sont cohérents. Ils ont toujours été contre l'organisation des JO à Paris. Moi je me rappelle Danielle Simonet, elle faisait des interventions, ils sont cohérents et ils ont le droit. Enfin pardon, on est en démocratie, on n'est pas au Venezuela. Vous nous citez les grands mots totalitaires, ils ont le droit de pas être d'accord avec les JO. Ils ont le droit de critiquer, c'est pas grave. On va pas mourir. Non mais c'est pas la fin du monde. Moi je suis pas d'accord avec eux. C'est vous qui avez l'air très excité, c'est tout, c'est la démocratie. Mais non, c'est vous qui êtes excité. Reprenez vos propos, c'est excessif, c'est caricatural, c'est ridicule. On va passer à la pub parce qu'on vous entend plus, on vous entend plus. Évidemment, c'est ça. Ouais, si vous voulez, Alexis. Mais je me fais pas plaisir. Mission populaire. Mais Alexis, Clémence Guettet, elle est députée, c'est tout. La démocratie, c'est pas grave. Il est 11h28, vous êtes sur Sud Radio, on retrouve la sérénité, et vous savez que sans les entreprises privées, nous, il n'y a pas de radio. Donc les entreprises privées, c'est tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Ça s'appelle Mettez-vous d'accord, avec 4 débatteurs. Vous êtes sur Sud Radio. Je peux vous dire que c'était chaud à l'instant, hors antenne, parce que Alexis Bachelet, évidemment, était pas très content de devoir défendre Clémence Guettet, la vice-présidente de l'Assemblée, et les filles qui veut faire ce géobashing avec sa commission populaire. Alors, on va continuer avec un autre sujet qui touche aussi le nouveau Front populaire. Comme ça, vous pourrez aller au bout, Alexis, et vous pourrez... Oh my God. Qu'est-ce que c'est que cette opération? Qu'est-ce que vous pensez, tous les 4, de cette opération séduction de Lucie Castet et des leaders du nouveau Front populaire? On a vu Olivier Faure, par exemple, du Parti socialiste, avec ce qu'on pourrait appeler en Angleterre un shadow cabinet, quoi. Il y avait Marine Tondelier, ils sont allés visiter hier Duralex, l'usine Duralex, qui vient d'être prise par les salariés, par les cadres, avec plus de 15 millions d'euros ou 19 millions d'euros depuis quelques années fournis par le gouvernement pour les soutenir. Et puis ensuite, Lucie Castet, essayé une visio avec elle avait proposé aux 8 centrales syndicales françaises de venir discuter avec elle, un peu comme si elle était désignée Premier ministre. Finalement, il y en a 5 qui sont présentés, ça a été court et rapide, avec la CFDT par exemple, et puis il y en a 3 qui sont pas venus. La CGC, Force ouvrière, la CFTC, qui ont dit l'intersyndicale, c'est pas la NUPES, c'est pas le nouveau Front populaire. Puis il y en a un autre qui a dit mais moi je suis pas là pour mettre la pression sur le président de la République. Cette photo en bleu de travail des 5 ministrables et première ministrable du nouveau Front populaire, c'est encore une façon caricaturale de ma part de présenter les choses. Vous en pensez quoi? J'en pense qu'ils font de la politique comme d'autres. Je veux dire, c'est une façon subtile de mettre la pression sur le président. Non, mais je comprends pas très bien. Non, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il y aurait d'anormal ou de pas bien de rentrer dans une. Je rappelle quand même qu'il y a eu des élections européennes, une dissolution, que la majorité présidentielle a quand même été assez largement défaite lors des derniers scrutins, et donc la question qui est ouverte devant nous, c'est est-ce qu'on garde la même équipe gouvernementale ou est-ce qu'il va y avoir des changements gouvernementaux? Il y a quand même des Français qui ont voté. Il faut changer. Il y a quand même, souffrait que malgré tous les défauts du nouveau Front populaire, souffrait quand même que les Français aient voté pour quelques millions d'entre eux pour cette coalition politique. Pour un changement. Je veux dire, je suppose que chacun reconnaît que ça existe, il y a eu d'un vote, etc. Et qu'aujourd'hui, le nouveau Front populaire, après quelques circonvolutions, a réussi à désigner Lucie Castet. Bon, moi, personnellement, je veux dire, je la connaissais pas avant qu'elle soit désignée comme Premier ministre putatif. Mais dont acte, c'est un fait politique. Ça plaît pas à ceux qui veulent pas que le nouveau Front populaire soit appelé à gouverner, dont acte, c'est normal. Moi, si c'est quelqu'un des Républicains, ça me fera pas plaisir non plus. D'ailleurs, je pense qu'on ira plutôt vers ça, si vous voulez mon avis. Donc tout ça, c'est une tentative effectivement de dire au président Macron qui doit désigner un nouveau Premier ministre après les JO. On est là, il y a eu les millions de Français, on a presque 200 députés. On pense qu'on serait mieux appelé que d'autres, plus légitime que d'autres pour gouverner le pays. Si le Rassemblement national avait fait un meilleur score au législatif, je pense qu'ils auraient fait un peu la même chose. On les aurait un peu plus vus sur les plateaux, animés, etc. Quand c'est le président de la République, Gabriel Attal, tout le monde fait sa petite com. Bon, ça choque personne.
Donc c'est de la communication, oui, politique, parce que il y a un rapport de force qui essaie d'être créé dans le pays. On ne sait pas ce que va faire le président de la République. Bon, on verra. Ouais, c'est ce que je disais, c'est une façon habile. C'est pas illégitime. Non. On peut critiquer, hein. On peut critiquer la mise en scène, on peut trouver ça, oui, pourquoi dans une usine, en même temps, on l'a vu, vous allez le faire d'ailleurs, tout le monde va se lâcher. Mais en même temps, moi je présume qu'on a déjà vu d'autres mouvements politiques visiter des usines, etc. C'est pas un truc qui est jamais arrivé dans l'histoire de France. Alors, et je vois pas pourquoi ça choquerait plus qu'autre chose. Bien compris, Alexis. Qui veut défendre ou non, mais juste pour répondre. Alors déjà, je trouve que cette mise en scène est totalement grotesque, d'aller visiter des usines en bleu de travail. Enfin, je veux dire, au secours. C'est peut-être l'usine qui leur a proposé. Hein. Non, je ne crois pas. Il faudrait creuser, mais franchement, je ne crois pas. Je trouve que c'est ridicule. Et puis toute cette séquence, Lucie à la plage, Lucie à l'usine, enfin, c'est ridicule. C'est peut-être une façon habile de faire pression, alors que justement, il n'y a rien d'autre de l'actu. Je rappelle que la logique des institutions, quand même, ce serait que le président de la République appelle Marine Le Pen à Matignon. Voilà. En nombre de voix, je suis désolée de le rappeler, et je le regrette, elle a dit qu'elle est majoritaire. Bien. Cette coalition a fait la preuve qu'elle n'était pas majoritaire, parce que sinon, M. Chassagne serait président de l'Assemblée nationale. Ça a échoué. Il n'y a pas de majorité. Chassagne, oui, pardon. Donc, pas de majorité au Parlement, on le sait. Et puis moi, je les soupçonne quand même fortement, malgré toute cette mise en scène et cette insistance, de ne finalement pas vouloir accéder au pouvoir. Parce qu'avec cette espèce d'intransigeance de M. Mélenchon, tout le programme, ils savent très bien que c'est complètement dissuasif. Et donc, je pense qu'en réalité, M. Mélenchon prépare son face-à-face avec Marine Le Pen aux prochaines présidentielles. Moi, j'ai une lecture qui est un peu différente. Je pense qu'Emmanuel Macron a fait une erreur politique en ne nommant pas justement, ou en ne demandant pas au nouveau Front Populaire au soir du second tour de constituer une majorité. Parce que l'argumentaire que donnait le président de la République... Mais ils ne sont pas majoritaire. Non, mais de constituer un gouvernement. Personne ne l'est. Le pays a besoin d'être gouverné quand même. Pour moi, il a fait une erreur politique parce que son argumentaire était de dire le nouveau populaire est en incapacité de pouvoir gouverner. Ce que moi je pense, puisque effectivement ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. Sauf qu'il faut le démontrer aux yeux des Français. Il aurait fallu en faire la pédagogie. Effectivement, le démontrer. On les nomme. Soit ils se seraient pas mis d'accord, ce qui aurait été probablement le cas à l'époque. Et donc effectivement, ça démontre qu'ils sont en incapacité de pouvoir proposer un nom de Premier ministre. Soit on les nomme et effectivement après il y aura une motion de censure à l'Assemblée nationale et le nouveau populaire tombera. Mais pour ça, il faut en faire la démonstration. Donc je pense qu'il aurait dû faire, et comme ça, il n'aurait pas été accusé de déni démocratique. Et ça aurait été la situation finalement que l'Espagne a connue l'année précédente, où l'Union des droites était arrivée à la tête du Parlement. Ils étaient en majorité relative. Et c'est un Premier ministre de gauche. L'Union des droites n'a pas réussi à proposer un Premier ministre, et c'est Pedro Sanchez, leader socialiste, qui est encore aux manettes. Et il n'y a pas de déni démocratique en Espagne, contrairement à la France. En revanche, pour revenir sur le sujet initial, sur ce que fait Lucie Castet, je pense que c'est d'une certaine façon assez grotesque, puisqu'il faut quand même rappeler que pour le choix de l'usine, parce que la gauche quand même, le nouveau Front Populaire, et les écologistes, et les écologistes quand même se sont trompés. L'usine Durex, ça aurait été plus rigolo. Les écologistes et la gauche s'est quand même trompé sur un certain nombre de sujets liés à ces sujets-là, notamment sur la politique industrielle. C'est eux qui ont contribué depuis 1981 à désindustrialiser le pays par des mesures économiques, normatives et fiscales qui sont contre les entreprises. Je rappelle quand même qu'entre 1981 et aujourd'hui, on a perdu 2 millions d'emplois industriels dans le pays. Donc c'est assez grotesque. Ils vont justement chez Duralex qui essaye de s'en sortir et qui oui, mais c'est eux qui sont les problèmes. On va pas réussir on va pas lutter contre un problème avec les personnes qui ont causé ce problème-là. Bon, Duralex, je rappelle que c'est le verre, les fameux verres, tout le monde les connaît. Et Durex, c'est plutôt le caoutchouc. C'est autre chose. C'est pas mauvais non plus dans le caoutchouc. Oui, non, mais Durex, ils n'ont pas de problème. Ça fonctionne. Ça se vend bien. Je parle de l'action qui fonctionne. Fanta. Vous voulez que je réponde à quoi? Il y a tellement de sujets là-dessus. Non, c'était sur le travail, la pression au président. Bon, mais je reviens à Alexandra, alors qu'il voulait précisément répondre sur les entreprises, parce qu'on ne soutient pas assez les entreprises. Au fond, c'est ce que dit Mathieu, et on les célèbre pas assez, alors qu'elles ont contribué largement au succès des JO. Pardon, Fanta. Alors, juste sur Castet. Bon, moi, ce qui m'a choquée en tant que fille d'ouvrier, c'est de voir des gens
qui mettent des bleus. Merci. Une fois de temps en temps. Voilà. Les politiques ont l'habitude de mettre un casque ou des chaussures de sécurité ou un gilet, etc. Ou des chasubles sur certaines, exactement. Sur certaines usines, quand il y a un problème, un point lié à l'hygiène ou à la sécurité. C'est des règles de sécurité obligatoires. Là, mettre cette petite veste qui est apparue à Paris il y a quelques années d'ailleurs et qui est portée par, excusez-moi de le dire comme ça, un certain nombre de bobos. Et donc, vos électeurs, entre parenthèses. Moi, ce qui me fatigue, c'est qu'en tant que fille d'ouvrier, moi j'ai vu mon père porter cette veste et pour ma mère à table, la question c'était travaillez bien à l'école, sinon, je parle des usines des années 80. Vous aurez la même veste que votre père. Vous aurez cette même veste et ce qu'il faut, c'est que vous ayez une chemise avec un col blanc. Moi, je viens de ce type de famille-là. Pareil. À la fin de la semaine, moi, mon père, il avait une mission, c'est amener ses bleus de travail sales. Il était tourneur-fraiseur au lavomatique parce qu'on ne lavait pas le linge de l'usine avec le linge familial. Et quand on est ouvrier, et encore aujourd'hui, la photo de Lucie Castet en bleu de travail, ça vous a on compte ses heures supplémentaires. Moi, j'ai vu mon père faire ça tous les soirs. Il notait le nombre d'heures supplémentaires. Parfois, c'était des minutes supplémentaires, 37 minutes, etc. Et il calculait à la fin. Donc, voir cette jeune femme qui a plombé les finances parisiennes, qui commence son tour de France. Donc, c'est vrai. Elle est directrice des finances, mais elle est arrivée après. À l'usine, dans une usine, en plus, dans laquelle l'État a investi 19 millions d'euros pour sauver les salariés. Je trouve que c'est une mascarade. C'est un hommage à l'action du président de la République. Vous devriez dire. Sauf qu'ils l'ont pas dit comme ça. Sauf qu'ils l'ont. Alors, Fanta, elle n'a pas. Non. Non, mais Alexis, bonne foi intellectuelle, ce serait qu'ils le disent dans ce cas-là. Mais ils l'ont pas pris comme tel. Il y a d'autres qui vont le dire. Alors vous allez le dire. Thierry Guerrier va le dire. Non, mais il suffit de la même manière que Lucie Castet est arrivée il n'y a pas très longtemps. Criez pas, Alexis. À la mairie. Non, mais je crie pas. Mais dès qu'on débat, dès qu'on dit les choses avec un. Non, mais ça, c'est vraiment typique de la bien-pensance. Mais non, dès qu'on dit les choses avec un tout petit peu de conviction, c'est horrible. Vous avez des convictions. Ah oui, j'ai des convictions. C'est les auditeurs qui supportent pas quand on crie fort. Je les connais aussi bien que vous, Thierry. Ils aiment bien le débat, sinon ils n'écouteraient pas l'émission. Si tout le monde parle comme ça avec sa petite voix pour dire voilà, moi j'ai mes éléments de langage pour vous dire que Lucie Castet c'est bien ou c'est pas bien. Non, on parle avec son cœur, on parle sur ce qu'on a à dire. Moi je suis complètement d'accord avec l'analyse. Parce que Jamel Abdelax s'arrache les cheveux. Mais il y a des ingénieurs du son, ils vont faire le job, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Le réalisateur. Son analyse, elle est nickel. Voilà. Ce qu'il a dit, moi j'ai pas besoin de il l'a dit mieux que moi. Moi je suis parti sur un autre truc de com. Lui il a dit voilà, le cadrage politique c'est ça. D'ailleurs je note que personne ne réagit. Alors c'est le truc le plus important, ce qu'il a dit depuis le début, parce que là on s'amuse sur le. Rappelez-nous, Mathieu, rappelez-moi aussi, j'ai des origines populaires, mes parents ouvriers. Non mais c'est pas le sujet. Non mais pardon, c'est pas le sujet. Non mais pardon, on peut tous raconter notre histoire nombriliste, etc. D'où on vient. Moi aussi j'ai des origines populaires, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est ça. C'est politiquement. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines ? Qui va être nommé Premier ministre ? Et je suis complètement d'accord, si le président de la République avait un minimum de respect des institutions et de respect du vote et de la composition de l'Assemblée nationale, il y a démonstration qu'il n'y a pas de majorité à gauche. Mais de la même manière qu'il a nommé Gabriel Attal, il n'y avait pas la majorité absolue. Il y avait une coalition qui s'appelait Ensemble, Renaissance, En Marche, je sais plus trop quoi. Il y avait 250 députés. Là, d'ailleurs, maintenant, il y en a 120 de moins, parce que c'est quand même un échec, faut quand même le dire. La majorité présidentielle a été mise en échec. Aujourd'hui, ce qui aurait été logique, c'est de lever l'hypothèque, de dire voilà, ok, le nouveau Front populaire, finalement, vous êtes la coalition qui est devant, parce qu'en coalition, c'est eux qui ont le premier nombre de députés. Je disais, c'est arithmétique. Je nomme un Premier ministre, mettez-vous d'accord sur une personnalité, je nomme, et on verra ce que vous faites au pied du mur. On voit le maçon au pied du mur. Là, on est dans un déni de démocratie, ça se passe pas comme ça dans les autres démocraties parlementaires, et les Français, peuvent se demander légitimement qui va être nommé Premier ministre et pour mener quelle politique. Mais moi, c'est quand même un tout petit peu important pour les gens. Mais qu'on se pose la question, c'est complètement normal, et le président est le seul à pouvoir nommer, et pour l'instant, Jupiter. Il n'a les institutions. Il n'a rien dit. Peut-être que il a dit quand même que... Non, mais peut-être il y a cette trêve olympique et peut-être que quelqu'un de la gauche, issu de la gauche, sera donc mentionné. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus. La seule chose que je retiens, c'est que ces gens-là sont en train de faire campagne. Vous l'avez dit, je retiens votre phrase. C'est normal de le faire. Moi, c'est normal en tant que qu'ancienne parlementaire que je me pose des questions.
mais je vous ai dit que c'était normal. Que je me pose des questions et je relève le point. Je ne suis pas d'accord avec vous. Effectivement, mes souvenirs sont importants parce que cette veste bleue, en France, elle veut dire quelque chose dans tout un tas de territoires. Et la gauche, dans son intégralité, et ça a été rappelé depuis 81. Donc, moi, je me souviens de cette élection. J'avais 6 ans. C'est la première fois que je suis montée à Paris, tellement mon père était content. Mais il n'imaginait sans doute pas combien il allait perdre dans cette aventure. Parce que les emplois dans l'industrie, on les a perdus à partir de là. Et la Macronie n'a fait que remettre des usines la Macronie, c'est caricaturalement les cols blancs. Il n'y a pas de col bleu en Macronie, ça n'existe pas. Excusez-moi, moi je viens d'une famille politique. Les usines à batterie dans le nord de la France. Pas, s'il vous plaît, criez pas parce que les entreprises, allons-y à nouveau, leur pub, c'est parti. Moi je veux un cocorico. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et on réussit encore à émouvoir, à discuter, à s'enflammer pour les Jeux Olympiques, ou plutôt pour les coulisses parfois critiques des Jeux Olympiques. On va changer de sujet avec ce mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs maintenant, Alexis Bachelet, Fanta Berete, Mathieu Hoc et Alexandra Spinner. Je vais vous proposer d'aller au Maghreb d'abord, et puis peut-être au Proche-Orient si on en a le temps. Mais au Maghreb, pourquoi ? Parce que le président de la République, vous savez, Emmanuel Macron, a décidé que la souveraineté du royaume chérifien, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental était à reconnaître par la France. Il y avait un débat depuis quelques années, et même, on peut le dire, un contentieux entre le Maroc et la France, entre Rabat et Paris. Le roi ne parlait même plus au téléphone au président de la République parce que il était vexé du fait que la France conteste cette reconnaissance, ne reconnaisse pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que l'Algérie, elle, soutient le Polisario, les rebelles de Sahara. Et là, c'est fait. La France reconnaît que le Maroc est souverain sur cette région. Vous allez entendre l'ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitaïl, qui était tout à l'heure l'invitée de Benjamin Glaise et qui confirme que du coup, par exemple, la grande réconciliation franco-marocaine, c'est un voyage sans doute à l'automne d'Emmanuel Macron au Maroc. Sa Majesté le roi du Maroc a envoyé une lettre au président Macron suite à cette annonce, et puis évidemment il rappelle que ils se sont parlé à plusieurs reprises de cette visite d'État du président Macron, et Sa Majesté le roi dit être heureux de le recevoir et que les dates seront fixées par voie diplomatique. Nous avions parlé dans un premier temps de l'automne, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Donc les choses se feront extrêmement rapidement, et je ne manquerai pas de vous appeler et de vous en informer, Benjamin. Oui, Sud Radio, Samira Sitaïl, l'ambassadrice du Maroc en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'Emmanuel Macron ? La classe politique française a réagi, à droite globalement, les macronistes plutôt favorables, et à gauche, à part quelques socialistes, là vraiment il y a une hostilité. Qui veut réagir ? Mathieu Hoc. Je peux commencer. La difficulté qu'on a avec Emmanuel Macron, c'est en fait avec quelle ligne politique on est d'accord. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, les relations entre la France... Elle est claire, je vais y venir. Les relations entre la France et le Maghreb démontrent que le en même temps ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, pendant des années, depuis 2017, il s'est fâché avec le Maroc parce que justement, lui, il a fait... Tout en se fâchant avec l'Algérie. Exactement. Parce que lui, il avait ciblé l'Algérie. Il disait, il faut une réconciliation entre la France et l'Algérie. Et c'est pour ça qu'il nous a, pardonnez-moi de l'expression, entre guillemets, humiliés sur la scène internationale, puisque justement... Carrément. Oui, parce que pour moi, il a cédé au chantage du régime algérien qui est de pratiquer ce qu'on appelle la rente mémorielle sur la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que le régime algérien fait du chantage à l'égard de la France en disant, sur le passé, exactement, en capitalisant sur cette rente-là. Et Emmanuel Macron était rentré dans ce jeu-là avec l'Algérie. Donc il s'était brouillé avec le Maroc. À tel point que lorsqu'il y a eu l'année dernière le séisme au Maroc, le Maroc n'a pas fait appel aux Français, aux pompiers français, aux experts français, alors qu'il le faisait traditionnellement puisque nos relations étaient bonnes. Donc il avait réussi à nous couper de relations historiques avec le Maroc alors que nos relations doivent être très bonnes avec ce pays-là. Ça y est, on est réconciliés. Et ensuite, exactement, donc pour justement là maintenant il opère un revirement parce qu'avec l'Algérie ça ne se passe pas bien puisque de toute façon avec le régime algérien on n'ira jamais assez loin dans l'excuse, on n'ira jamais assez loin dans le fait de céder à leur chantage mémoriel, et donc ils essayent de se rapprocher du Maroc.
Moi, je suis favorable au rapprochement entre la France et le Maroc, mais il aurait fallu justement ne pas se fâcher avec le Maroc auparavant. Donc j'ai bien compris, vous êtes d'accord avec le président de la République, mais vous êtes critique et ironique sur sa façon de gérer. Alexandra Spinner, droite républicaine, vous êtes d'accord avec cette décision? Traditionnellement, les républicains, les gaullistes soutenaient oui, nous évidemment, Hassan II, on défend la souveraineté historique du Maroc sur cette partie discutée du territoire, le Sahara occidental. On constate quand même qu'on revient un petit peu au plan Becker. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait 10 ans globalement que on va vers cette solution, qui est évidemment la meilleure solution. Le Maroc est notre partenaire historique. On a des relations privilégiées avec les rebelles sahraouis, le Polisario, qui sont soutenus par l'Algérie militairement, parce que l'Algérie veut un canal vers l'Atlantique. Le régime... Au départ, le président de la République a souhaité faire des amabilités au gouvernement algérien. Mais on voit bien que ce régime est sur la détestation de la France. Donc l'Algérie, vous voulez dire? Oui. L'Algérie déteste la France. Et sur la détestation de la France. Moi, je suis pour une France qui ne s'excuse pas. Je détestais toute cette séquence très humiliante, comme vous l'avez dit, pour notre pays. Donc je me réjouis de ce revirement. Et j'espère qu'on va vers des relations plus apaisées, en tout cas avec ce formidable pays qu'est le Maroc. Alexis Bachelet, l'Europe Écologie Les Verts, c'est Marine Tondelier ou Sandrine Rousseau qui parlent d'erreur historique de la part du président. Fabien Roussel du Parti communiste, lui, parle d'une crise diplomatique souhaitée par le président avec l'Algérie, ou en tout cas entamée par le président avec l'Algérie. Et puis, erreur historique à nouveau, et là c'est Mathilde Panot de la France Insoumise. Toute la gauche est à l'unisson sur l'idée que Macron s'est trompé? En fait, c'est surtout un sujet de droit international, parce que c'est un conflit qui est très ancien. Et depuis 30 ou 40 ans, en fait, ce qui est en suspens, c'est l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui qui a été reconnu. Parce que tout le monde fait comme si c'était normal qu'on aille vers une espèce d'annexion du Sahara occidental. On a deux États qui se disputent un territoire, surtout. Autonomie suivi d'un référendum, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Mais le référendum, il est demandé depuis 40 ans. Okay. Mais l'ambassadrice nous disait ce matin que c'était de la propagande, parce qu'en vérité, c'est deux puissances étatiques qui veulent ce territoire, parce que c'est un débouché sur l'Atlantique. Absolument. C'est pour ça dire qu'il n'y a pas eu de référendum. Oui, mais on voit bien que les peuples là-dedans ne sont pas très pris au sérieux. Et fait l'objet d'une, d'un conflit diplomatique intense entre l'Algérie et le Maroc. Et il y a des deux côtés du lobbying qui, pour défendre un Sahara occidental qui serait autonome du Maroc et aller vers une espèce d'indépendance, et de l'autre côté, le Maroc qui dit non, nous avons des droits historiques, imprescriptibles, la marche verte, etc. Et donc, ça doit être finalement inclus dans le royaume chérifien. Voilà. C'est simple. C'est simple. Mais du coup, il a bien fait, Emmanuel Macron, ou pas, à votre avis? À mon niveau, je suis surpris. Vraiment. Je suis surpris de cette annonce intervienne là, maintenant. J'aimerais comprendre. Je comprends pas forcément. Est-ce qu'on considère qu'effectivement le plan marocain est le bon plan? Auquel cas, pourquoi il fait ça maintenant, quoi? C'est ça la question que vous posez. Pourquoi Emmanuel Macron? Je pense qu'il y a toujours dans la diplomatie, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, on a une diplomatie en fait en yo-yo, quoi. Peut-être parce que bientôt ça va lui échapper. C'est-à-dire qu'on fait en yo-yo ou en même temps. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Mais tout le monde le dit, c'est ce qui a été très bien dit tout à l'heure. En fait, il y a des trucs qui marchent pas. Le en même temps en diplomatie, ça ne marche pas. À un moment donné, quand il y a un conflit régional qui est enquisté depuis 40 ans, et il y a deux puissances régionales qui s'opposent, si on prend le parti de l'un plutôt que l'autre, on va certes renforcer nos liens avec le Maroc. Le Maroc fait un lobbying intense pour que ça aille dans cette direction-là, et il a réussi d'ailleurs, mieux que l'Algérie. Mais il ne faut pas s'étonner non plus à ce moment-là que l'Algérie se raidisse. Il ne faut pas espérer avoir des partenariats privilégiés avec l'Algérie dans les prochaines années. On n'espère pas avoir des partenariats avec le régime algérien. On ne l'espère pas, oui, c'est ça. Bon, moi je suis pas une experte de la question. Vous le savez, j'ai toujours un avis sur tout, mais bon, là, je préfère passer mon tour. Ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à ce qu'Alexandra
comment vous passez votre tour tout en parlant quand même. J'adore ça. A parlé de la mémoire et c'est des séquences aussi de réconciliation que le président a souhaité en tout début de mandat, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de séquelles avec l'Algérie et à travers le parcours de ces hommes et de ces femmes. Il a tenté. Donc il a tenté de faire les choses. Ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. Il a fait plus de dégâts ça n'a pas pris, mais il l'a tenté. Personne ne pourra nous dire à l'avenir que nous n'avons pas tenté de le faire. Je trouve que par rapport à notre histoire et par rapport donc à ces personnes qui aussi portaient ce fardeau depuis des années, on ne pourra pas dire qu'il n'a rien fait. Donc maintenant, on passe à une autre séquence. Et comme je vous le dis, moi je ne suis pas experte de la question, donc je les laisse débattre sur ce point. En tout cas, je vous promets que vous serez tous réinvités. Alexis m'écoute pas. Je disais que, parce qu'on est à la conclusion de ce 10h30 midi, de ce mettez-vous d'accord avec vous quatre, je vous disais, vous allez être réinvités évidemment par Valérie Expert, qui rentre en septembre. Et puis, peut-être, puis j'espère que vous accepterez l'invitation et que vous reviendrez. Et puis, elle essaiera d'être moins caricatural, Alexis, que je ne l'ai été. Bon, ça, c'est parce que je suis vexé. Et puis, ça se travaille. En effet, Alexis Bachelet, Fanta Berreté, Mathieu Hoc, Alexandra Spinner, avec tous les éditeurs de Sud Radio, on vous applaudit, on vous remercie d'avoir été nos invités en ce 1er août. Vous n'êtes pas encore partis en vacances. Vous partez bientôt? Petit tour de table? Mi-août. Mi-août, et vous partez où? En Crète. En Crète? Grèce? Alexis? Je suis déjà parti au Sénégal, mais... Donc Sénégal, Colombes, vous restez, et vous partez en Savoie, en France, Alexandra? Des vacances grecques. Voilà. Écoutez, tout bientôt. Voilà. Formidable. Bel été à tous. Nora Sinatus, bel été à tous. On se retrouve tout de suite pour la suite des débats de l'été avec évidemment Joseph Ruiz et les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.